Je vais maintenant créer un nouveau projet pour appliquer la procédure en mode raster. Alors pour cela, je vais me créer un nouveau dossier de travail, ici à raster, qui est pour l'instant vide. L'idée c'est que pour réutiliser le travail qui a déjà été fait dans la procédure en mode vecteur, comme certains paramètres vont être les mêmes, notamment concernant la fragmentation, je vais réimporter la configuration utilisée. Donc là, j'ouvre le fichier tutovector.xml. Et comme mon dossier de travail raster se situe au même niveau que le dossier de travail vector, les chemins relatifs pour accéder aux couches sources sont les mêmes. Et donc, on peut réimporter la configuration. On voit ici que la sélection des données d'occupation du sol ou supplémentaires a bien été importée. Alors, nous, maintenant, on va vouloir travailler en mode raster. Pour cela, il faut donc préciser nos résolutions. Ici, on va mettre 10 mètres. Donc, cette résolution est exprimée en unités géoréférencées, le mètre pour le Lambert 93. Et choisir une couche d'emprise. Donc là, normalement, elle avait déjà été sélectionnée. Effectivement, elle apparaît dans la table de visualisation en bas. Je vais juste vous montrer par exemple avec la même configuration ce que ça peut donner. Donc là, si je lance la sélection dès que la couche d'occupation du sol, on obtient ces résultats. Avec donc le core inland cover qui a été rasterisé. Donc ça peut être un avantage sur certaines couches vectorielles qui sont trop précises et qui ont donc des temps de traitement trop élevés. Mais l'autre intérêt du mode raster, c'est justement de pouvoir traiter directement des couches raster issues par exemple d'images aériennes ou satellites. Donc là, je vais m'intéresser à la couche OSO du CESBio, c'est-à-dire le Centre d'études spatiales pour la biosphère. Alors, pour vous remontrer cette couche, elle est issue d'images satellites Sentinel-2 et elle permet de bien discriminer les milieux végétaux entre eux, même si elle est moins performante sur les milieux urbanisés comme les routes ou les zones de bâtis. L'avantage de cette couche, c'est comme elle est produite tous les ans, elle permet un suivi plus régulier. Alors, je retourne dans Fragscape et pour afficher les valeurs de nomenclature, il faut appuyer sur le bouton afficher les valeurs de champ et comme on est en mode raster, il n'y a pas de champ à choisir. Donc là, on voit qu'il y a 23 valeurs différentes. Je les sauvegarde dans un fichier que je vais appeler osofields.csv. J'ouvre ce fichier dans un logiciel tableur et pareil, là je m'étais déjà préparé les valeurs qui m'intéressent. Je copie-colle et on voit ici les classes qui peuvent exister, notamment bâti dense, bâti diffus, les forêts de feuillus, forêts de conifères, les différents types de cultures et ainsi de suite. Alors là j'ai sauvegardé mon fichier et je vais le rouvrir dans Fragscape. On voit que les données ont bien été importées et les champs concernés cochés, donc les prairies, les forêts, les pelouses, les landes, les surfaces minérales et ainsi de suite. Alors, là on voit que je travaille toujours sur le projet tutovector, donc ça ne va pas car on veut sauvegarder un nouveau projet pour notre lancement en mode raster. Donc là je sauve le projet sous le fichier tutoraster.xml et on voit que ça a bien été changé en haut. Et maintenant je peux lancer mon premier traitement pour produire la sélection de l'occupation du sol. Alors on voit ici qu'il y a une erreur. Le logiciel me dit que le fichier de sortie landUseSelectionVarp.tif est déjà chargé dans QGIS. Effectivement, comme j'avais fait un lancement avec le core inland cover dans le même dossier de travail, il faut d'abord le supprimer de QGIS pour pouvoir refaire un lancement. Et voilà le résultat. Alors, les pixels de valeur 0 en noir correspondent aux espaces fragmentants ou qui sont en dehors de la couche d'emprise, et les pixels de valeur 1 en blanc correspondent aux espaces naturels ou semi-naturels qu'on a sélectionnés.
Je passe ensuite à l'étape 3 qui consiste à intégrer les données complémentaires. Donc on voit que le fichier, la couche d'entrée a bien été spécifiée comme le résultat de l'étape 2. Et voilà le résultat. On voit ici que les routes ont bien été intégrées. On voit des linéaires de pixels fragmentants un peu partout sur le territoire. On obtient donc des patchs d'espace naturel au format raster. Très bien. Alors, enfin, je lance la dernière étape. Encore une fois, le fichier d'entrée a bien été spécifié. La couche de rapportage, on laisse les communes. On laisse le mode CBC. On laisse les kilomètres carrés comme unité de surface. Et par contre, on change le fichier de sortie. On va la mettre dans le dossier travail et l'appeler raster results commune. Et on lance le traitement. Et on lance le traitement. Et voilà le résultat, avec encore une fois une couche avec une valeur d'indicateur par commune, plus précisément par entité de la couche de rapportage. Alors on retrouve effectivement à droite des communes plus fragmentées, car il y a moins d'espace naturel dans ces zones-là, donc c'est normal, avec en plus l'autoroute qui passe ici, et à l'ouest des communes moins fragmentées. Si on ouvre la couche, on retrouve exactement les mêmes champs qu'en mode vecteur, car les indicateurs calculés sont les mêmes. Alors voilà pour la procédure en mode raster. L'idée, c'est de pouvoir intégrer des images satellites et donc espérer pouvoir avoir une meilleure mise à jour de cet indicateur qui est particulièrement pertinent pour le suivi d'un territoire. Par exemple avec la couche OSO du CESBio qui est produite tous les ans.